Voitures et chars calcinés, ponts écroulés et bâtiments effondrés. C'est le paysage auquel ont droit les voyageurs de ce train qui file à travers l'ouest désertique irakien, reliant de nouveau la capitale Bagdad à la ville de Falloujah. Le trajet porte encore les traces des durs combats pour chasser le groupe État islamique et des mines plantées par les djihadistes. La ligne entre Falloujah et Bagdad a été partiellement détruite. Elle était endommagée au niveau de 45 endroits par des destructions et des mortiers. Nous avons reçu des instructions pour réparer la ligne. Les gens étaient surpris lorsqu'ils nous ont vus reprendre le travail. Le train va jusqu'à 100 km/h, pas plus, pour ne pas éprouver la solidité des rails, réparés grâce au dévouement des employés de la ligne. Pour les passagers, c'est un lien vital avec la capitale et l'unique alternative aux routes poussiéreuses et embouteillées. C'est tellement plus facile avec le train. À présent, c'est agréable de faire le voyage entre Bagdad et Falloujah. Avant, nous avions du mal à cause des points de contrôle. C'était difficile et nous arrivions en retard à notre destination à cause des embouteillages. Maintenant, c'est différent. Les allers-retours sont plus faciles pour les gens et les employés. Et en plus, le billet n'est pas cher. Le train fait l'aller-retour quotidien entre Falloujah et Bagdad, avec à son bord une moyenne de 250 voyageurs. En 2016, l'Irak a déjà investi 137 millions de dollars pour acheter 12 nouveaux trains à la Chine, et des travaux sont en cours pour ouvrir la ligne vers Baiji, Tikrit et Samara. De quoi relancer le trafic ferroviaire dans le pays, qui s'est doté du chemin de fer il y a plus d'un siècle. Iwao Hakamada est sorti du couloir de la mort, mais pourrait un jour y retourner. Cet octogénaire japonais a passé près d'un demi-siècle en prison avant d'être libéré il y a 4 ans dans l'attente d'un nouveau procès. Il vit aujourd'hui chez sa sœur Hideko qui a consacré sa vie à l'épauler. Je répondrai toujours présente quand on m'appelle pour essayer de convaincre de son innocence. Même à l'autre bout du Japon. L'affaire remonte à 1966 et au meurtre du dirigeant d'une entreprise de soja fermenté et de sa famille. Employé de la société, Iwao est arrêté et sous pression de la police avoue avant de se rétracter. Condamné à mort 2 ans plus tard, il ne cessera de clamer son innocence. En 2014, des tests génétiques remettent en cause sa culpabilité. Il sort alors de prison, mais l'enfermement ne l'a pas laissé indemne. En prison, il s'est créé un univers mental en dehors de la réalité pour survivre à la peur d'être exécuté. Ça n'a pas changé depuis qu'il est sorti. Nouveau rebondissement en juin, la justice décide finalement qu'un nouveau procès n'aura pas lieu. C'est désormais au tour de la Cour suprême de se prononcer et si les juges acceptent la demande du parquet, Iwao retournera en prison. Son passé, Iwao ne l'évoque pas directement, mais dans l'univers que s'est créé cet ex-boxeur professionnel, la notion de combat est centrale. Si on se dit qu'on ne peut pas gagner, il y a de fortes chances qu'on perde. Mentalement, il faut croire en la victoire, sinon c'est fichu. En attendant la décision de la plus haute instance du pays, Iwao part se promener tous les après-midi. Une façon de rester fort face à la menace de la peine capitale, la pendaison au Japon. Patrice Banks était ingénieure avant de prendre un virage radical. Aujourd'hui, elle gère un garage automobile dans la banlieue de Philadelphie. On montre aux femmes comment enlever ça et le nettoyer. Une idée que la jeune femme a eue à force de visites frustrantes chez le mécanicien. Comme moi, des millions de femmes se sentent exploitées. Elles n'y connaissent rien, détestent ces visites. Elles ont besoin d'un homme, veulent appeler leur mari. Ce n'est pas très valorisant, en particulier pour une femme ingénieure. En général, on accepte ce destin. C'est comme ça et on n'y peut rien. Mais maintenant, c'est fini. Son diplôme de mécanique en poche, Patrice a d'abord animé des ateliers à destination des femmes avant d'ouvrir son propre garage, avec un salon de manucure juste à côté. Après 1 an d'existence, l'atelier compte 10 employés, dont 9 femmes. Je peux venir au travail et être moi-même, je peux m'habiller comme je veux.
Je ne vais pas être jugée selon que j'ai l'air d'une fille ou d'un garçon par rapport au travail que je fais. La plupart du temps, travailler avec des femmes, c'est travailler avec un tas de casse-couilles. Ce n'est pas très différent d'ailleurs, sauf qu'il y a moins d'ego. Aux États-Unis, les femmes représentent la moitié des conducteurs, mais dans la mécanique automobile, elles ne sont que 3%. Dans le garage de Patrice, la grande majorité des clients sont des femmes. Ça vaut la peine de faire 30 minutes en voiture. C'est une expérience plus conviviale et j'apprends beaucoup de choses sur mon véhicule. Patrice ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle vient de lancer une campagne de financement participatif pour embaucher d'autres mécaniciennes et transformer sa boutique en franchise disponible dans tout le pays. Géothermie profonde, biomasse, pompe à chaleur, hydroélectricité. Strasbourg prépare sa révolution verte et multiplie les chantiers pour préparer un futur post-pétrole et un post-Fessenheim avec 100% d'énergie renouvelable en 2050 comme objectif. L'eau chaude qui est prélevée est refroidie en surface au travers d'un échangeur et réinjectée à 60 degrés dans le deuxième forage. Donc on va prélever cette chaleur à 200 degrés, on va fabriquer de l'électricité au travers d'une centrale qui fonctionne comme une pompe à chaleur. Et on va aussi fournir une partie de chaleur à 30 degrés et à 80 degrés pour des applications industrielles, des applications agricoles, des applications de chauffage urbain. Ce site géothermique est la symbolique de cette transition qui est nécessaire aujourd'hui et qui va permettre à moyen terme de chauffer l'équivalent de 25 000 logements au niveau de l'agglomération strasbourgeoise, ce qui est pour nous un cap extrêmement important si nous voulons atteindre les 100% d'énergie renouvelable en 2050. C'est l'autonomie énergétique, c'est aussi l'emploi local et donc il y a non seulement les enjeux énergétiques, mais il y a aussi les enjeux de développement local sur notre territoire. Le projet, l'un des plus importants chantiers de ce type en Europe continentale, sera terminé en 2019. Il alimentera à terme le réseau d'eau chaude et de chauffage des établissements publics, maisons de retraite, écoles, hôpitaux et un tiers des 65 000 logements du parc HLM. Tubes assemblés les uns avec les autres. Un petit coin de paradis. Bienvenue à Raja Ampat, un archipel de 1500 îles qui s'étale sur plus de 67 000 km² dans la province indonésienne de Papouasie occidentale. C'est incroyable. On a visité des millions d'îles, mais je dirais que celle-ci est la plus belle. Avec plus de 1400 espèces de poissons et 600 variétés de coraux, la région abrite l'une des plus grandes biodiversités au monde. Le gouvernement indonésien veut en tirer parti et développer transport et hôtels pour attirer les touristes dans une région aujourd'hui difficile d'accès. J'ai bon espoir de pouvoir rivaliser avec d'autres destinations à travers le monde, parce que Raja Ampat a beaucoup de sites naturels de toute beauté. Mais les tribus papous qui habitent ici s'inquiètent des conséquences du développement du tourisme de masse. Je pense que le gouvernement central devrait aborder tout cela en fonction de nos besoins culturels et intervenir en écoutant les aspirations culturelles des locaux. Le tourisme de masse a déjà laissé son empreinte à Raja Ampat. En mars, une fausse manœuvre d'un bateau de croisière a détruit quelques 13 500 mètres carrés de récifs coralliens près d'un site de plongée mondialement célèbre. Ce jeune homme de 22 ans s'entraîne pour la demi-finale de Vierliepen, un sport emblématique de la province de la Frise, au nord des Pays-Bas. C'est un mélange entre le saut à la perche et le saut en longueur, une discipline qui demande de l'endurance, de la force, mais aussi beaucoup d'audace. Quand tu es au sommet de la perche, tu te trouves à 10 mètres au-dessus du sol. Si tu as le vertige, tu peux oublier ce sport, ça, c'est sûr. Les participants s'élancent chacun à leur tour sur une perche de 13 mètres. L'objectif, atteindre le banc de sable aménagé de l'autre côté du canal, 15 mètres plus loin. Mais la plupart échouent et tombent dans l'eau. À l'origine, les agriculteurs traversaient les canaux à l'aide d'une perche en bois, une pratique ancienne qui s'est transformée en compétition sportive en 1957, ici même dans la Frise.
C'est vraiment un sport de notre région. Mais il y a également de très bons sauteurs dans le reste du pays. Parfois ils sont plus forts, parfois nous sommes plus forts. Mais en ce moment, ils sautent plus loin que nous. Les choses doivent changer pour faire en sorte que les Frisons soient de nouveau les meilleurs. Aujourd'hui, le vainqueur a atteint 20,72 m. Pour Sist, le favori local, la compétition ne s'est pas très bien passée. Il enchaîne les chutes et termine 3e. C'est sûr, j'arrive à atteindre 20 mètres maintenant et je voudrais vraiment atteindre les 21 mètres. C'est mon objectif pour l'année prochaine. Ça l'était aussi pour cette année, mais je vais devoir encore m'entraîner durant l'hiver. On verra. Encore quelques mois d'entraînement, quelques mètres de plus à atteindre et les perchistes de la Frise pourraient battre le record national 22,21 m détenu par un perchiste du centre du pays. Dans la baie de Dakar, cette équipe d'archéologues sénégalais se prépare pour un nouveau jour d'exploration des fonds marins. Nous sommes sur les alentours de Gorée. Nous avions trouvé quelques épaves, parmi lesquelles les autres sont anciennes. Et nous pensions que ce sont des épaves liées à la traite atlantique. Mais ça reste à voir. Pendant longtemps, les recherches archéologiques n'ont été que terrestres. À quelques mètres de là, l'île de Gorée fut l'un des plus grands centres de commerce d'esclaves de toute l'Afrique entre le 15e et le 19e siècle. Mais depuis 3 ans, le projet SlaveRex a permis de former les archéologues et de débuter les explorations sous-marines. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture, dans la possibilité d'apporter du sang neuf dans la recherche scientifique. Dans la recherche scientifique où l'histoire de la traite négrière a été longtemps écrite, mais tout simplement basée sur des preuves documentaires. Sous l'eau, le ratissage se fait mètre par mètre. On estime à 1 millier le nombre de navires d'esclaves ayant coulé pendant cette période dans le monde, mais ils sont très difficiles à retrouver et à identifier. Seules les traces d'un unique navire négrier ont pour l'instant été retrouvées au large de la ville du Cap en Afrique du Sud. Aujourd'hui encore, les plongeurs n'auront trouvé que des épaves récentes. Mais pour l'archéologue Ibrahima Tiao, la persévérance est à la hauteur de l'enjeu, réconcilier les Africains avec une période tragique de leur histoire. L'histoire peut avoir un rôle thérapeutique. Quand nous aurons terminé, que notre travail sera rendu public, ce sera douloureux. Mais je pense que c'est la meilleure façon d'aller de l'avant. Selon certaines estimations, plus de 12 millions d'Africains ont été réduits en esclavage pendant la traite atlantique.